On va accueillir une docteure, ingénieure en mathématiques et informatique. Shafika commence sa carrière dans le consulting, ce qui vous a permis de faire un tour d'horizon, d'être toujours à l'écoute des tendances. Vous avez rejoint de grandes industries, L'Oréal et Suez, pour ne citer que, pour les accompagner dans leur transfo data. Aujourd'hui, vous êtes Chief Data Officer d'AXA France. Vous évoluez dans le domaine de l'assurance. On sait, l'usage de la data y est infini. Alors, le Chief Data Officer, chef d'orchestre de la transformation, elle va tout vous dire. C'est Shafika Chetaoui, Chief Data Officer AXA France, qu'on peut accueillir sur scène, s'il vous plaît. Soyez la bienvenue. Je vous en prie. Merci, Guilhem. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là parmi vous pour parler de Data IA. Ça ne change pas, vous en avez beaucoup ces 2 jours, donc je vais en rajouter une couche. La data IA va vraiment transformer notre façon de faire, notre façon de vivre, notre façon de consommer. Ça transforme déjà, et je suis persuadée que ça va encore plus changer pour les prochaines années. J'essaie de trouver le bon bouton. C'est pas ça, c'est ça. Mais je ne pouvais pas commencer à parler de data IA sans que je parle d'IA générative. Tout le monde en parle dernièrement, donc c'était important pour moi d'en toucher au moins quelques mots. Et la question que je voulais aborder avec vous ce matin et voir si on peut y répondre, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Je pense que vous avez tous un avis là-dessus. Moi, ma réponse, c'est de dire c'est un peu les deux. C'est une réalité dans le sens où c'est réel. Vous avez tous vu les robots parler, vous avez tous vu ce que Perle a montré ce matin, la génération d'images et la génération de photos et de voix. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant dans cette IA générative, c'est qu'elle est palpable, elle est vraiment réelle, elle est là, elle est compréhensible par l'humain. C'est ce qu'elle fait qu'elle est un peu miraculeuse. On a l'impression que c'est magique. Mais c'est aussi un mythe parce que finalement, pour atteindre ce stade d'avoir des IA de ce niveau-là, le prérequis, c'est un peu ce que vous voyez en bas, qui est la partie invisible de l'iceberg, où il y a des critères, il y a des prérequis, il y a des règles pour faire que cette IA générative soit performante, qu'elle ne dise pas de bêtises, et qu'elle soit éthique. Je pense que vous avez tous vu, quand on a une IA générative dans laquelle on lui pose une question très structurée, très fine, sur la médecine, sur l'histoire, sur des choses qui sont connues, validées sur Internet, elle est bluffante. Mais par contre, dès qu'on va poser une question très spécifique, ou un peu générique, où on ne sait pas trop quelle est la réponse, en fait, il raconte plein de bêtises. Et donc c'est là le vrai challenge sur les sociétés et le monde qui va venir, c'est de s'assurer que ce que j'utilise est bien généré, la data que je lui ai mise, elle est la bonne, et que la question que je pose, j'ai toujours l'humain au centre qui doit se dire est-ce que je lui fais confiance ou pas. Avant de parler de cette partie non visible de l'iceberg, je voulais vous donner 2 chiffres. Je vous promets, c'est les 2 seuls chiffres de toute la présentation. En data, c'est un exploit. Il y a une étude qui a été faite par Wavestone en 2019 qui a posé la question à plusieurs sociétés à l'international en leur disant « Est-ce que vous vous considérez data-driven ou pas ?» Ils ont répondu à 32%, un tiers, qui est énorme, en 2019, pour dire qu'ils sont data-driven. Et ce qui est intéressant, c'est quand ils ont reposé exactement la même question en 2022, avec les mêmes sociétés, le chiffre a baissé. On est à 26%. Ce n'est pas du tout parce que les sociétés ont dégraissé dans leur avancement, c'est juste que la définition de data-driven a changé. Comme vous le savez tous, il y a quelques années, une société se considérait data-driven du moment qu'elle avait un data lake, ou qu'elle avait recruté des data scientists, ou elle a réussi à mettre une IA en prod. C'est pas ça, c'est trop facile sinon. Une société data-driven, pour moi, en tout cas, la définition que je vous propose, et là vous allez voir l'analogie avec mon deuxième amour, ma deuxième passion, qui est la musique, c'est comment passer d'une organisation silotée, j'ai des solistes, j'ai des gens qui travaillent tout seuls, avec une data générée par chaque département, avec leur définition, avec leur projet, à une organisation gouvernée. Ça veut dire qu'on a une société dans laquelle on partage la data, que la data circule sans aucun problème dans toute la société, avec une contextualisation unique, avec un langage commun, et dans laquelle, quand je vais partager ou je vais analyser et corréler des données entre elles, je ne mélange pas des choux et des carottes. C'est le rêve absolu. Le rêve absolu, c'est d'avoir une symphonie absolue. Le rêve absolu, c'est d'avoir un orchestre qui sonne bien. Et vous pouvez imaginer, pour qu'un orchestre sonne bien, le travail qu'il faut faire pour les solistes eux-mêmes, les instrumentistes eux-mêmes, pour le chef d'orchestre et pour tous
l'environnement qui est autour. Ma proposition, simplement, c'est de partager avec vous les 4 prérequis que moi je vois aujourd'hui autour de comment réussir cette société data-driven, le Graal qu'on cherche tous, et je vais essayer de les mettre une analogie avec la musique. La première, vous allez me dire, c'est bateau, c'est une ambition. Le pourquoi. Le pourquoi on est en train de faire ça. Le pourquoi on va être une société data-driven. Qu'est-ce que je cherche à faire par la data? Un objectif commun pour avoir une mélodie commune et que ça sente beau. Je ne sais pas si vous avez entendu des orchestres quand ils commencent à s'entraîner, chacun fait un petit bout de la partition, ça sonne horriblement faux et horriblement mauvais. Et du coup, la première chose qu'un chef d'orchestre demande, en tout cas un orchestre se met d'accord, est-ce que je vais faire une symphonie? Est-ce que c'est plutôt des fanfares, une harmonie? Quel rythme, quelle mélodie, quelle émotion je veux générer au sein de cette symphonie? Quel rythme, quel tempo? Est-ce que je suis 80 à l'accroche? Est-ce que je suis 120 à l'accroche? Donc il y a vraiment quelques règles de jeu sur lesquelles on se met d'accord avant de rentrer sur scène. Et bien c'est pareil pour la société. C'est quoi l'ambition? Est-ce qu'on veut gagner des parts de marché? Est-ce que je veux améliorer la productivité? Est-ce que je veux réduire mes coûts opérationnels? Ça peut être plusieurs questions, mais ce qui est important, c'est se mettre d'accord sur les règles du jeu. Il n'y a pas de data pour data, il n'y a pas d'IA pour IA, il y a la data et l'IA pour une ambition et un objectif business partagé par toute l'organisation. Le deuxième axe, c'est autour de la culture. Ce fameux langage commun. Est-ce qu'on parle le même langage au sein d'un orchestre? On a tous une partition, clé de sol, clé de fa, clé de do, mais c'est la même partition qu'on partage. Donc un langage commun, une contextualisation commune de la data. Et si on regarde un peu la comparaison, c'est faire un référentiel. Qu'est-ce que c'est que la golden source? Qu'est-ce que c'est qu'un client? Qu'est-ce que c'est qu'un produit? Qu'est-ce que c'est qu'un tarif? Avoir une définition commune, un contexte, une contextualisation commune à la data pour que demain, je puisse les corréler, faire toutes les analyses que je souhaite sans sortir des choses qui n'ont aucun sens. Parce que c'est ça le risque d'être une société qui se veut data-driven. S'il n'y a pas le langage commun, eh ben, elle va prendre des décisions sur la data, mais elles seront fausses. Et je pense que vous avez tous des exemples de ce style-là. La qualité de que chacun produit, donc c'est-à-dire une culture, une formation, pour que chacun au sein d'une société se sente responsable sur la qualité du produit qu'il génère. La data est un asset de la société. Je ne le fais pas pour moi. Je ne suis pas en train de rentrer une information parce que moi, je vais la retrouver demain. C'est que je rentre une information dans un système parce que quelqu'un d'autre dans l'organisation que je ne connais même pas va l'utiliser. Et du coup, comment moi, je suis responsable pour partager cette information pour le bien-être de la société collective et pour que tout le monde l'utilise demain en se disant « Super, quelqu'un a travaillé avant pour me faciliter ma vie d'aujourd'hui ». C'est la collaboration et le partage. Je le disais tout à l'heure sur le collectif, parce que, vous le voyez, dans un orchestre, si vous avez le violoniste qui doit faire du fortissimo et que tu as le flûtiste qui fait fortissimo aussi, personne ne va l'entendre. Donc en fait, comment il diminue son son pour laisser l'autre jouer plus fort pour que l'harmonie soit là. Et bien, c'est la même chose pour la data. Il y a beaucoup de dépendance dans la data. Quand une direction client veut activer, je ne sais pas, du marketing sur un profil ou un segment de client, il faudrait que les équipes du directeur de marché s'assurent que la data est là et qu'il y a toute la contextualisation qu'il faut. Pourquoi on parle d'organisation gouvernée? Parce que justement, la data met en valeur, en relief, cette dépendance qu'il y a dans une société. Donc si on ne partage pas et on ne collabore pas, on n'atteindra pas ce qu'on veut. Collaborer aussi, partager, on a cette notion de data owner, vous savez, la personne qui est le gardien du temple de cette donnée. Parfois, on le comprend mal. Owner, c'est pas owner, ça veut dire en termes français, propriété. Owner, c'est responsable du temple, mais le propriétaire de la data, c'est la société, c'est pas la personne. J'en ai vu plein de mes collaborateurs et de mes partenaires avant où ils disaient « mais c'est ma donnée, je ne la partage pas, elle est pour moi ». Donc non, c'est celle de la société. Et enfin, et ce n'est pas le moindre des sujets, c'est l'usage responsable. On a une réglementation, heureusement, qui est là pour réguler un peu l'usage de cette donnée, GDPR, l'IA Act qui va venir bientôt. Mais il y a aussi tout ce qui est ce que j'appelle, moi, responsable, c'est au-delà de la réglementation, c'est-à-dire, est-ce que j'utilise l'IA à tort ou est-ce que je l'utilise trop tard? Il ne faut ni que j'utilise à tort, ni que j'utilise très tard. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'une intelligence artificielle sur ce process? Est-ce qu'on se pose assez cette question? Parfois, j'en ai pas besoin. Parfois, l'équilibre bénéfice-coût, risque-impact n'est pas équilibré. L'IA est là quand vraiment elle apporte une valeur
et que l'impact environnemental, l'impact éthique, l'impact réglementaire et tout ce qu'il fait est bien coordonné, vu, et on ne fait pas d'IA pour IA. Le troisième axe, qui est important aussi, qui est la gouvernance, c'est comment on cherche cette harmonie. On peut avoir la meilleure ambition du monde, la meilleure culture, mais si ce n'est pas gouverné, on part un tout petit peu dans le chaos, chacun dans son sens. Et c'est là où arrive le fameux Chief Data Officer que je représente en chef d'orchestre. Ce qui me plaît dans cette image, c'est que le Chief Data Officer, comme vous le savez, n'est pas un responsable, n'est pas un directeur sur l'organisation. Ce n'est pas lui le CEO, loin de là. Mais c'est un coordinateur. C'est un coordinateur parce que pour transformer, il faut qu'il y ait ce que j'appelle, moi, la décentralisation gouvernée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis contre cette data office qui centralise les compétences, qui centralise la data, qui centralise tout, et qui, là, en attendant, en disant, voilà, je suis un centre de compétences, appelez-moi quand vous avez besoin pour vous donner. Donc, passer d'un paradigme de data as demand, à la demande, à data as a service, c'est-à-dire j'ai un service à ma disposition et je suis autonome. Et c'est un peu ça qu'on voit dans les chefs d'orchestre, je trouve intéressant, c'est que chaque musicien est responsable de son instrument, du son qu'il produit, du produit qu'il gère, et que le chef d'orchestre, finalement, il est là pour coordonner les data experts et les métiers pour que tout ce monde-là travaille ensemble. Vous avez vu, j'ai mis les RH, les finances et DSI, il ne faut pas les oublier. Vu que j'ai parlé d'un changement organisationnel et culturel, c'est extrêmement important que les RH soient dans la boucle aussi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un impact organisationnel ? Un Chief Data Officer doit être à l'écoute. Un chef d'orchestre, c'est celui qui est le plus en vision hélicoptère, qui est capable d'entendre les mauvaises notes, savoir qui est arrivé tard, qui est allé trop tôt, pour coordonner et pour gérer les dépendances. Il faut qu'il les énergise. Vous avez tous certainement fait des projets data, ils n'ont pas tous été concluants. Pour ceux qui me disent oui, levez la main parce que je ne vous crois pas du tout. Mais on se trompe. La data, on ne la connaît pas en amont, elle n'est peut-être pas de bonne qualité, elle n'est peut-être pas explicative, on n'a peut-être pas assez de données. Et du coup, on va se tromper. Et du coup, c'est quelqu'un qui doit énergiser, garder cette envie d'aller plus loin, ne pas baisser les mains. Parce que ce n'est plus une question aussi aujourd'hui de se dire si on y va ou pas. Si on doit y aller, mais comment on doit y aller. Et enfin, il fédère. C'est un vrai sujet, et je pense que les Chief Data Officers comprennent ce que c'est comment arriver avec un Chief Data Officer qui est nommé, arriver à gagner la confiance et fédérer. Comment faire accepter de ces musiciens qui ont l'habitude de jouer tout seuls pour leur dire « Venez, on va jouer ensemble, je vais vous coordonner, faites-moi confiance ». Et donc c'est vraiment la question de la légitimité. On ne devient pas Chief Data Officer, on le gagne. On gagne la confiance. La confiance, comment on la gagne ? Déjà en étant bon dans ce qu'on fait, donc on n'est pas venu pour parler d'autre chose que l'IA et data, donc il faut quand même maîtriser le sujet. On est là aussi pour fédérer autour de cet objectif, c'est-à-dire donner du sens, le pourquoi on est en train de le faire. On ne le fait pas parce que la direction nous a demandé, ou parce que moi je vais avoir un bonus sur le nombre de cas d'usage IA qu'on va faire, mais on le fait pour le bien de la société, de sa performance et de ses clients. C'est être capable d'écouter, c'est pas dire j'avance avec ceux qui ont avancé et les autres je les laisse derrière, donc s'adapter. Certes, il y a des stratégies de commencer par les early adapters pour montrer l'exemple, mais il faut très vite embarquer les autres, il ne faut pas les oublier. Et enfin, valoriser le collectif. La data office, elle est uniquement là pour aider, pour guider, pour donner les moyens et les indications, mais c'est clairement pour valoriser le collectif et le travail de chacun. Chacun, dans sa transformation, a un rôle à jouer, et c'est extrêmement important de le valoriser. Quatrième, on arrive aux techno. Je l'ai mis en dernier, vous avez compris pourquoi, parce que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut avoir de bons instruments et de bons musiciens. Quand on n'a pas un violon accordé, la symphonie n'est pas là. Quand on n'a pas de bons musiciens qui suivent le rythme et les règles, ça sent mauvais. Les compétences et le parcours d'évolution aussi, c'est extrêmement important de valoriser nos équipes, nos data experts. Le turnover est énorme sur le marché, donc c'est extrêmement important. Nous, on a une famille data chez AXA où on reconnaît, on valorise et on a un vrai parcours d'évolution sur ces profils-là. En tout cas, on essaie de le construire et de l'animer au mieux pour que ces gens restent, ils savent pourquoi ils restent et ils continuent à apporter l'expertise dont on a besoin. Et enfin, une architecture data solide. Qu'est-ce qu'un référentiel ? Qu'est-ce qu'une donnée maître ? Qu'est-ce qu'une donnée esclave ? C'est comme un orchestre. Quand vous prenez un orchestre symphonique, vous avez en premier les instruments à cordes, en deuxième les instruments à vent et en dernier les percussions. Il y a de l'ordre, il y a des règles, il y a un rôle pour chacun pour que ça sonne bien. Vous l'avez compris, l'analogie, j'espère que vous avez entendu un peu de musique, en tout cas moi je l'entendais, mais si vous avez entendu, j'ai fait mon travail. Pour moi, la musique et la transformation data, c'est quelque chose de très 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 lié et l'analogie est extrêmement forte. Il faut coordonner, mettre de l'énergie, mettre de l'envie
fédérer, valoriser le collectif pour que ça sonne bien. Et ce qu'on appelle l'harmonie parfaite, c'est un peu le Graal qu'on cherche d'être une société data-driven. Voilà, merci beaucoup.